Bonjour à toutes et à tous. On est très heureux aujourd'hui de vous accueillir avec Annelise Valette, qui est la directrice commerciale Grand Sud, et moi-même qui suis directeur du développement sur Paris. Donc, effectivement, on va vous présenter donc on travaille en binôme sur les sujets commerciaux pour proposer les offres M Capital. Vous connaissez peut-être Nelly Merly et l'équipe Good Property, mais qui propose une autre prestation chez nous, la commercialisation de programmes neufs. Et nous, on va vous parler des offres financières immobilière de M Capital, donc à savoir le sujet du jour, le FCPR Select Promotion 4. Donc 4, évidemment, comme le quatrième millésime de cette thématique. Et donc, je vais vous présenter donc, dans un premier temps la société M Capital Real Estate. Donc M Capital, c'est une société de gestion indépendante qui a été créée en 2002, à l'origine une filiale du groupe Caisse d'Épargne, et les salariés ont repris la structure en 2016. Le LBO a été remboursé l'année dernière. Et le seul et unique métier de M Capital est le private equity, donc le capital investissement, sous différentes formes. D'un point de vue PME classique, donc dans la santé, dans le tourisme, et en capital risque, en capital développement ou en dette privée, on propose toujours cette activité aujourd'hui pour le compte d'institutionnels. Donc ça pèse à peu près 500 millions d'euros pour une quarantaine de personnes sur cette activité. Et l'activité que l'on va vous proposer aujourd'hui avec Annelise, c'est la partie private equity immobilier. Donc on finance des entrepreneurs de l'immobilier, on y reviendra sur le financement d'opérations de promotion immobilière et de marchand de biens. Et sur cette activité, on le verra, un peu plus de 100 millions d'euros. Donc au global, pour résumer, notre structure est totalement indépendante. On est une société engagée parce que nous sommes une société à mission. Donc l'idée, c'est de concilier la rentabilité financière indispensable pour vous et pour les investisseurs et la rentabilité sociétale, donc avec des critères ESG assez aboutis et une politique RSE bien développée également. On a par exemple l'objectif zéro carbone pour 2030 et on a beaucoup d'objectifs et beaucoup de choses intéressantes, notamment des grilles d'analyse et des grilles de lecture pour nos investissements en immobilier. Si ça vous intéresse, on pourra revenir plus en profondeur sur cette thématique tout à l'heure. Donc, vous avez ici nos 4 fondateurs et associés bien-aimés, donc avec Rudy, Karine, David et Stéphanie. Vous voyez déjà, d'un point de vue gouvernance, les femmes sont à l'honneur chez M Capital. On a vraiment une parité parfaite des profils. Plutôt d'obédience quand même expertise comptable. Passage par KPMG, Price. Donc, c'est un petit peu ça aussi l'ADN de nos associés, d'un point de vue majoritaire. Et pour vous donner quelques chiffres clés sur la structure, nous sommes donc 80 collaborateurs répartis sur 6 bureaux en France. Donc, vous avez les différents lieux ici. Et nous représentons et défendons les intérêts de 24 000 investisseurs, personnes physiques ou publiques et institutionnelles. Donc, voilà le périmètre d'M Capital. C'est pour ça que je me permettais la petite blague du duo, parce qu'Annelise s'occupe donc de la partie sud. Globalement, elle vous accompagne du sud de la France jusqu'à Lyon, avec la façade ouest jusqu'à Nantes. Et Yasmine Boubry et moi-même, on s'occupe de la partie nord de Lyon jusqu'au reste de la France. Voilà, pour la répartition géographique de vos commerciaux préférés. Je précise juste une chose, excusez-moi. Bien sûr, vas-y, je t'en prie. Vous pouvez nous poser des questions dans le petit onglet Q&R que vous avez. On y répondra au fil de l'eau et on passera un moment aussi après la présentation pour répondre à toutes les questions en direct. Tout à fait. Et vous aurez accès à cette formation, du coup, a posteriori également, si on a été trop vite. Donc, au niveau de M Capital Real Estate, nous avons différents métiers. Ça, vous verrez qu'on est assez atypique dans notre univers parce qu'on est à la fois, on a une activité en financement. Donc, c'est notre premier métier. Aujourd'hui, on focalisera plus évidemment sur la partie M Capital Partners, donc qui est la société de gestion qui conçoit les véhicules et qui les distribue. Donc, c'est des véhicules souvent agréés par l'autorité des marchés financiers. La société de gestion, on vous en remercie, est deuxième au palmarès gestion de fortune. Donc, on compte sur vous pour passer à la première marche cette année. Et nous avons également l'activité Builder. Donc là, c'est notre activité de club deal. Donc globalement, en fait, sur la partie M Capital, on a des fonds mutualisés collectifs comme le FCPR Select Promotion 4, dont on va vous parler dans quelques instants. Et on a aussi une activité club deal, c'est-à-dire que ce sont les mêmes opérations que vous pouvez acheter de manière unitaire, voilà, pour simplifier. Ça, c'est l'aspect financement. La particularité d'M Capital, c'est que nous sommes nous-mêmes promoteurs et marchands de biens. Donc, on a une maîtrise importante, notamment sur la maîtrise d'ouvrage, ce qui nous permet de réaliser ou de co-réaliser des opérations immobilières, que ce soit en marchand de biens ou en promotion.
Donc, on le verra dans nos critères de sélection. Ça nous permet aussi de mieux comprendre les business models de nos partenaires et de savoir affiner de manière très précise les modalités d'investissement. Et ça, Annelise vous en reparlera plus en détail tout à l'heure. Et nous avons, on en a parlé aussi en introduction, une structure de commercialisation de programmes neufs avec la structure Good Property. Donc voilà pour la société de gestion au sens large. Je ne vais pas vous faire un catalogue à l'après-vert des profils, mais c'est quand même important. Donc, on est 25 dans le pôle immobilier. C'est des acteurs seniors et spécialisés dans cet univers-là. Donc, en maîtrise d'ouvrage, on a notamment notre directeur général associé, Stéphane Ferrand, qui est l'ancien directeur technique France du groupe Edelis. On a Julie, qui est notaire de formation, qui s'occupe de la partie légale des opérations. William, c'est son équipe sur l'aspect technique des choses. Et une fois qu'on a bien validé les aspects techniques et métiers des opérations, on a une équipe de financement dédiée. Et également, le nerf de la guerre étant de trouver des bons dossiers, parce que c'est bien d'avoir beaucoup de dossiers, mais c'est mieux d'en avoir des très bons. Et là, on a une équipe de sourcing, de business développeurs seniors. Donc, accessoirement, si vous avez dans votre écosystème des promoteurs et des marchands qui cherchent aussi un accompagnement financier ou un accompagnement métier, vous pouvez compter aussi sur M Capital pour vous accompagner et accompagner vos clients dans cette démarche. Christophe, qui est donc le responsable de la plateforme builder.fr. Donc, quand vous recevez des mails de Builder, vous pourrez mettre un visage sur le nom. Et Nelly, dont on parlait pour la structure Good Property. Au niveau du marché, alors ça, c'est un marché, on va parler de l'immobilier résidentiel, parce que vous avez bien compris qu'M Capital en est positionné sur le sous-jacent immobilier résidentiel. Donc concrètement, le marché français, en tout cas dans les grandes villes françaises, c'est un marché où la demande est largement supérieure à l'offre. Structurellement, il manque classiquement, vous connaissez ce chiffre, 400 000 logements en France chaque année. Dans le contexte actuel, on voit qu'il y a aussi un ralentissement des constructions neuves dans l'aspect promotion. Donc ça va forcément mécaniquement mettre une pression sur l'ancien. Globalement, cette insuffisance de logement, bon, elle est structurelle du fait qu'on a un manque de construction, un manque de délivrance du foncier. Et dans l'ancien, il y a aussi une problématique sur le renouvellement urbain, parce que c'est vraiment, on fait deux choses. On fait à la fois de la construction, de la création d'actifs, et on fait également de la rénovation, notamment avec le co-living dont on parlera. Mais globalement, dans les centres-villes denses, l'accès au foncier est de plus en plus difficile. Et de manière générale, les mairies ont du mal à délivrer des nouveaux permis du fait des contraintes à la fois politiques. Il ne faut pas froisser son électorat dans les zones résidentielles pavillonnaires. Et également, les aspects environnementaux sont de plus en plus poussés et élaborés. Donc, tout ça, ça pousse quand même le contexte à un ralentissement de la promotion immobilière en France globalement. Bon, après le rattrapage post-Covid, on le voit que maintenant, c'est relativement résorbé. Mais globalement, structurellement, les stocks de biens à vendre sont bas. Ça, c'est vraiment une particularité française. En parallèle de ça, alors je sais que certains vont me dire, oui, il y a de l'inflation, les taux ont monté, et vous avez tout à fait raison. Par contre, quand on raisonne net d'inflation, forcément, là, les taux restent historiquement bas. Donc, on voit que les taux nets sont bas. Par contre, l'octroi de crédit, lui, s'est durci. Il est de plus en plus difficile. Et si vous le voyez aussi peut-être en tant qu'acquéreur de résidence principale ou autre, on voit qu'il y a un certain nombre de sujets sur la table en ce moment. Il y a les hausses des taux et il y a le taux d'usure. Donc, bon, ça s'est un peu détendu début octobre. Enfin, globalement, on voit que c'est pas si simple de pouvoir accéder au crédit. Donc globalement, c'est une classe d'elle. Nous, on considère que l'actif a beaucoup d'atouts. Déjà, elle est connue de tous les investisseurs. Et deuxièmement, c'est une classe d'actifs qui est résiliente en cas de crise et qui reste rentable. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas potentiellement y avoir une baisse de la valeur de l'immobilier. Ça, après, bon, c'est une question de point de vue. Mais globalement, on est sur un sujet qui est résilient. Alors, je vais changer de... Au niveau du marché, donc il y a la hausse des taux, on vient d'en parler, et il y a aussi des nouvelles contraintes qui sont en place sur l'accès aux matières premières. Donc déjà, il y a deux choses, c'est c'est un peu comme les crédits, c'est déjà il faut avoir accès aux matières premières, et après, à quel coût? Donc il peut y avoir des problématiques d'approvisionnement et également des problématiques d'accès aux ressources et aussi à la masse salariale, parce qu'il y a certains chantiers qui sont difficiles à mettre en place par le manque de disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée rapidement. Donc tout ça, ça favorise quand même les promoteurs de taille intermédiaire qui sont nos partenaires, parce que les tout petits promoteurs
ont des difficultés d'accès. Et forcément, comme dans toute négociation commerciale, quand vous avez un volant d'affaires et un niveau de trésorerie et des réalisations, vous pouvez plus facilement accéder à ces opérations. Donc, ça, c'est sur l'aspect accessibilité des matières premières. Donc, évidemment, dans les business plans des promoteurs et des marchands, on va être extrêmement vigilant sur le niveau de marge dégagé par les opérations pour qu'on puisse vérifier que nos partenaires sont capables d'absorber les hausses de coûts de ces matières premières. On a un deuxième facteur qui se rajoute à cette thématique hausse de prix, c'est les hausses des énergies. Parce que, par exemple, certains produits de base de la construction en soi, pas très cher, hein, ce qui est le cas du ciment, de l'aluminium. Mais quand on intègre la hausse de l'énergie qui sert à fabriquer ces matières premières, ça fait une inflation importante des produits. On a également l'aspect réglementaire, hein, parce que vous le savez, hein, les constructions neuves, on passe de la RT 2012 à la RE 2020. Donc, l'avantage, c'est que ça permet d'avoir des actifs qui sont mieux isolés et qui sont donc avec une note énergétique meilleure. En revanche, ça renchérit le prix de production. Donc, tout ça, c'est ce qu'on peut vous dire sur l'immobilier résidentiel en France, sur la grande tendance. Après, bon, il y a des sujets un peu plus, un peu plus globaux. Vous savez, il y a 37 millions, un peu plus de 37 millions de logements en France. La surface moyenne. Depuis 1980, en réalité, l'accès à l'immobilier en termes de prix, c'est quasiment la même chose. Parce que les prix dans les années 80 étaient plus bas, mais bon, les investisseurs empruntaient à 14-15%. Donc, quand aujourd'hui, même si on est à 2-3%, on voit que l'écart est très, très différent. Par contre, l'accès à la propriété est devenu plus difficile. Dans les années 80, le premier décile de richesse de la population qui gagnait le SMIC était 60% propriétaires. Aujourd'hui, ils sont 23%. Donc, il y a plutôt des multipropriétaires aujourd'hui. Le marché a quand même évolué. Après, dans certaines grandes villes comme Paris, il y a quand même un écart. Il y a eu une augmentation de 7 fois le prix par rapport aux années 80. Donc, au niveau de notre prise en compte dans notre stratégie, on intègre évidemment tous ces paramètres-là et tous ces modèles-là, sachant qu'encore une fois, nous sommes nous-mêmes promoteurs et marchands de biens, ce qui fait qu'on a une vision très fine du métier, ce qui est différent d'un acteur de capital investissement traditionnel où quand vous financez une société dans la santé ou dans le tourisme, même si vous avez une connaissance du secteur, vous n'êtes pas opérateur vous-même. Ça, c'est une de nos forces sur ces sujets-là. D'un point de vue stratégique, et Anne-Lise en reparlera, je pense, on intervient dans les projets une fois que les risques administratifs sont écartés, à savoir que les autorisations administratives sont purgées et le bouclage d'appel d'offres est finalisé. Donc, ce qui nous permet d'avoir des dossiers les moins risqués possibles. Après, évidemment, on ne vend pas des produits garantis, hein, mais en tout cas, le risque est maîtrisé sur cet aspect-là. Et le but du jeu aussi pour nous, c'est de continuer à avoir un deal flow conséquent. Donc, c'est là où nos équipes de business développeurs ont du travail. Et on compte aussi sur vous, hein, nos partenaires CGP. Encore une fois, si dans votre écosystème, vous connaissez des promoteurs et des marchands régionaux de taille intermédiaire qui souhaitent faire des investissements ou en tout cas qui cherchent des partenaires de qualité, vous pouvez penser à M Capital sur ces sujets. D'un point de vue sélectivité, évidemment, bon, je ne vais pas vous abrutir de chiffres, mais le nerf de la guerre, c'est d'avoir à la fois un gros tuyau en deal flow pour pouvoir sortir et faire un tamis conséquent et avoir un financement à la fin de qualité. Donc aujourd'hui, sur les presque 200 millions d'euros qui sont présentés en comité deal flow, donc sachant qu'en amont, il y a déjà un écrémage naturel qui est au moins le double de ce qu'on vous présente là, à la fin, on retient l'équivalent de 46 millions financés pour une collecte équivalente. Donc, c'est ça notre volume de collecte et d'investissement sur ces sujets. Donc, voilà pour le marché de l'immobilier résidentiel en France. Ah, j'ai sauté un slide. En parallèle de ça, on en parlait sur l'aspect crédit bancaire. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les volumes de crédit sont toujours équivalents à l'année dernière. Par contre, la grande différence, c'est à qui ils sont distribués. Donc, on voit qu'il y a quand même une certaine stabilisation des fonds propres sur les opérations. Et nos partenaires promoteurs et marchands, il y a encore, par exemple, un promoteur il y a quelques années, avec 6% de fonds propres et un programme prévendu à 30%, il a trouvé un financement. Aujourd'hui, le même promoteur, il lui faut un taux de fonds propres de 8, voire 10%, et un programme prévendu à 50%. Donc forcément, le promoteur, lui, va reconstituer ses fonds propres au bout de 24 mois, quand il aura livré totalement ses clients. Donc on est là, et Anne-Lise en reparlera, on est là pour fluidifier et permettre au promoteur de multiplier ses opérations et donc de maximiser son TRI. Parce que finalement, le promoteur met des capitaux en amont,
mais c'est la banque sous forme de ligne de crédit, M Capital pour le financement des fonds propres et ses clients pour l'acquisition en VFA qui vont faire l'essentiel du financement de l'opération. Donc aujourd'hui, ça c'est particulièrement intéressant pour nous pour la partie promotion immobilière. Pour la partie marchand de biens, c'est un peu différent parce que là, il n'y a pas de pré-vente en VFA. Donc ça permet effectivement d'avoir des niveaux d'apport qui sont supérieurs. Les banques demandent plus de fonds propres pour ce type d'opération. Donc voilà pour le marché de l'immobilier résidentiel en France. Est-ce que j'arrive à prendre le slide? Au niveau de notre stratégie d'investissement, et Annelise vous expliquera plus en détail notre stratégie sur d'autres aspects, mais comme je suis un grand fan de l'ESG et ISR, je vais vous faire un petit topo quand même rapide sur cette thématique. En fait, notre idée chez M Capital, c'est vraiment de faire revivre, de faire évoluer la vivre en ville. Parce que vous le savez, bon, depuis les années 60, on a quand même vécu un étalement urbain, donc plutôt une ségrégation horizontale avec les fameuses cités qui aujourd'hui posent des problèmes et chaque personne rêvait plutôt de son petit pavillon avec jardin dans une banlieue éloignée. Aujourd'hui, on voit que il y a plusieurs problématiques. C'est déjà le coût pour venir vers les centres-villes, le coût énergétique de mettre le plein dans sa voiture et le stationnement, c'est extrêmement élevé. Et deuxièmement, on voit aussi la contrainte sur l'emprise au sol, l'artificialisation des sols. Aujourd'hui, pour construire du résidentiel dans certaines zones éloignées des centres-villes, ça oblige à manger sur des terres agricoles, sur des terres viticoles, ce qui à un moment n'a pas beaucoup de sens d'un point de vue environnemental et même d'un point de vue autonomie alimentaire. Voilà, donc ça c'est un vrai sujet. Alors objectivement, je ne vais pas vous dire que l'immobilier c'est la classe d'actifs la plus vertueuse pour l'impact carbone. Après, chez M Capital, on essaye de régler à notre niveau ces contraintes-là, parce que l'immobilier en construction neuve, par exemple, 1 m², c'est 1,5 tonne de carbone émise sur une durée de 50 ans. Et juste pour vous rappeler qu'un atome de carbone, quand c'est dans l'atmosphère, c'est pour 100 ans. Donc forcément, chaque kilo qui est émis, c'est quand même quelque chose de problématique. Donc l'idée pour nous, c'est déjà au niveau de l'empreinte carbone des bâtiments, c'est de faire deux choses. C'est de construire aux normes les plus élevées pour avoir un actif qui soit sobre et qui consomme le moins d'énergie dans sa durée de vie. On insiste aussi beaucoup dans la conception, dans la réalisation et l'exploitation des biens. Donc ça, on a par exemple des formations. On accompagne nos partenaires promoteurs et marchands de biens sur ces sujets ESG, parce que c'est comme comme vous, hein, les CGP, vous savez que vous allez être maintenant soumis à la taxonomie européenne avec les fonds article 8, article 9 et des questionnaires clients plus aboutis sur ces sujets ESG. Et toute contrainte peut être aussi une opportunité, ce qui est le cas aussi pour nous dans nos actifs, parce qu'un actif aujourd'hui bien construit et sobre d'un point de vue énergétique, on pense aussi que s'il y avait une crise ou un retournement de marché, c'est des actifs qui sont plus résilients et qui sont plus liquides, et donc pour vos clients plus rentables. Voilà, donc ça pouvait paraître un petit peu gadget, écolo, bobo il y a quelques années. Aujourd'hui, un bâtiment, vu les coûts des énergies, ça fait plus rire personne. Voilà. La note, même vous le savez, hein, les notes, les bâtiments, les passoires thermiques, dans quelques temps, soit vous ne pourrez plus revaloriser vos loyers, soit vous ne pourrez plus louer vos biens, tout simplement. Donc ça nous donne aussi des opportunités de rénovation intéressantes. Et le deuxième point sur lequel on développe l'activité, c'est vraiment sur la rénovation des bâtiments. Donc ce qu'on veut, c'est faire revivre les gens en ville de manière attractive et harmonieuse. Et pour ça, ça passe par une ville plus verte, une ville plus accessible au niveau mobilité, avec de la mobilité douce, et également avec une mixité sociale et générationnelle plus intéressante. Donc, notamment sur l'aspect co-living, on y reviendra peut-être tout à l'heure, ça nous permet d'avoir des choses attractives pour qu'on puisse vivre correctement dans des villes agréables. C'est vraiment ça notre credo sur les investissements M Capital. Pour cette partie-là, moi, j'en ai fini, sauf si vous avez des questions, mais on y reviendra peut-être après. Donc, cette grille, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail complètement, mais on a une grille d'investissement qui a été construite avec Etifinance. On a une notation sur les 3 volets, donc environnemental. On a, par exemple, investi dans un bâtiment frugal à Bordeaux. L'idée, c'est de verdir les actifs, c'est de faire des toitures végétales, de mettre des composteurs, de mettre des ruches. C'est vraiment de végétaliser au maximum. D'un point de vue S, le social, c'est plutôt de s'assurer que dans nos réalisations, les prestataires sont de bonne qualité et autres. Et sur l'aspect gouvernance, on est plutôt sur limiter la corruption. Et voilà. Donc, en fait, nos investissements ont une note. Et si la note dépasse 75 sur 100, à ce moment-là, nos actifs sont considérés comme des actifs green bonds. Voilà. Donc, je vous laisse avec Annelise pour la suite. Et si vous avez Merci des Vincent. questions, on est à votre disposition.
Bonjour à tous, merci pour votre écoute. Alors effectivement, on va rentrer dans le vif du sujet, puisqu'effectivement, Vincent vous l'a dit, nous finançons donc de l'immobilier résidentiel, c'est-à-dire du logement. On est vraiment focus logement et non sur du bureau et des commerces, on est vraiment sur du logement, sauf vraiment par opportunité. Mais en tout cas, on va financer de l'immobilier résidentiel et on va le faire avec des marchands de biens et des promoteurs. Alors, on entend par marchands de biens des marchands qui vont rénover, faire de la rénovation, donc sur des opérations de rénovation, c'est-à-dire un marchand de biens détient un immeuble, le rénove, le découpe et le revend. Et on va aussi financer les opérations de marchand de biens sur de la transformation. Un marchand de biens qui va transformer un actif industriel ou un immeuble de bureau en logement. Sur les opérations de marchand de biens, l'avantage, c'est qu'on a un actif, un sous-jacent donc, qui existe. On est sur des durées assez courtes de 12 à 18 mois. Et ensuite, on va financer donc des promoteurs, donc des projets donc de promotion immobilière, où là, on est sur de la création, on a un foncier, on construit. En moyenne, on a des durées de 18 à 24 mois. Alors, Vincent vous en a parlé, c'est vrai qu'au vu du contexte, actuellement, on finance plus de projets de marchands de biens que de promotion. Ça s'explique aussi avec le contexte parce que les autorisations administratives sont plus faciles sur les opérations de marchands de biens que de promotion immobilière. On est plus à l'aise aussi pour la partie marché travaux, sur la partie marchand de biens que promotion immobilière. Et vous allez voir, notamment au niveau de nos fonds, on a une répartition des investissements où effectivement, là, actuellement, les opérations de marchand de biens prennent un petit peu le pas sur les opérations de promotion immobilière. Et ça, c'est un petit peu au niveau du contexte, effectivement, entre le Covid et ensuite la crise ukrainienne. Voilà, aujourd'hui, effectivement, on va financer plus d'opérations de marchand de biens actuellement. Alors, les deux slides qui arrivent me paraissent les plus importants dans le sens où ça vous explique vraiment notre processus d'investissement et les conditions d'investissement que l'on émet pour la plupart de nos projets. Alors, il faut savoir aujourd'hui qu'un promoteur immobilier va se financer au travers de deux sources. Tout d'abord, au travers des appels de fonds qu'il va faire auprès des acquéreurs des lots. Ça, vous connaissez, en fonction de l'avancée du chantier, hors d'eau, hors d'air. Et ensuite, il va se financer également au travers de la ligne de crédit bancaire. Et c'est là où on intervient, puisque le promoteur va voir son banquier en lui disant, voilà, j'ai un projet de promotion immobilière. La banque lui dit, très bien, je vous finance. Par contre, je souhaite que vous apportiez X milliers d'euros de fonds propres. Et c'est là où M Capital intervient. Nous apportons les fonds propres au promoteur, fonds propres requis par la banque. C'est un petit peu comme un apport, en fait. On apporte finalement l'apport nécessaire pour justement l'octroi de la ligne de crédit bancaire au niveau de la banque. Donc, on ne remplace pas la banque, on vient vraiment aux côtés de la banque. Et on va apporter ces fonds propres-là au moment de l'achat du terrain, lorsque le promoteur va acheter le terrain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le promoteur, ça fait des mois, effectivement, qu'il travaille sur le projet, puisqu'il a fait son étude de faisabilité, il a défini son projet, il a déposé son permis, qu'il a obtenu et purgé de tout recours, et il a pré-commercialisé sa résidence. Vincent vous l'a dit, aujourd'hui, les banques sont plus exigeantes et la banque dit à l'opérateur, très bien, moi je vous finance, par contre, je veux que vous ayez pré-commercialisé au moins 40 à 50% de la résidence. On intervient, nous, quand ce taux-là a été atteint. Donc, on va dire c'est une contrainte pour l'opérateur, mais ça sécurise pour vous, pour vos investisseurs, d'un point de vue commercial, le projet. En tout cas, on intervient à ce stade-là, quand l'opérateur a déjà pré-commercialisé la moitié de sa résidence. On intervient quand l'opérateur a consulté les entreprises de construction, sachant qu'effectivement, on s'est aussi adapté avec le contexte, notamment avec la crise ukrainienne. On essaye en tout cas de mettre en place et de financer quand on a bouclé un marché travaux. Si ce n'est pas le cas, on fait appel effectivement à un bureau d'études pour pouvoir justement vraiment boucler cette partie travaux, puisqu'aujourd'hui, le risque, il va être sur la partie travaux techniques et sur le parti un risque commercial. Donc, c'est vrai qu'on intervient vraiment quand l'opérateur achète le terrain. Donc, les fonds propres, on intervient à ce stade-là. En même temps, donc l'AGF a été accordée, la banque débloque le crédit d'accompagnement et le taux de précommercialisation a été atteint. Donc, on est vraiment sur un cycle de construction parce que quand on amène des fonds propres, très souvent, quelques jours après, le chantier démarre. Donc, on est sur un cycle court. Et on va donc émettre certaines conditions. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, à savoir, on intervient sur la majeure partie de nos projets quand le permis est obtenu et purgé de tout recours. D'un point de vue commercial, je vous l'ai dit, le risque commercial est limité pour vos clients, puisqu'effectivement, l'opérateur a pré-commercialisé la moitié de sa résidence. D'un point de vue technique, on considère maîtriser cette partie-là. Tout à l'heure, Vincent, vous avez effectivement présenté notre équipe. Le véritable atout de notre équipe, c'est que c'est des personnes qui viennent du monde de l'immobilier.
ce n'est pas des financiers. Donc, effectivement, la partie technique, on la maîtrise et on fait vraiment un audit technique sur chaque projet que l'on va financer. Et ce que l'on fait, c'est que l'on crée une ESS par projet. Alors ça, c'est important. Alors, c'est la partie un peu technique où en fait, on crée une ESS par projet. C'est important pour nous puisqu'on apporte les fonds propres dans cette ESS. Cette ESS apporte un compte courant dans la SCCV. La SCCV, c'est la société de construction-vente qui, d'un point de vue juridique, va encaisser les actes de vente et va payer les factures de chantier pendant toute la phase du chantier. À l'issue des 2 ans, à l'issue de la fin du délai de construction, on va ensuite remonter donc la marge et remonter un compte courant dans la SAS pour rembourser nos investisseurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on apporte les fonds propres, on a une SAS. Et c'est important pour nous pour flécher les fonds propres sur le projet que l'on a audité. Et on évite de faire du financement corporate, c'est-à-dire qu'on évite d'apporter directement les fonds propres dans la holding du promoteur. Et ensuite, on a mis en place 2 mécanismes. Alors, c'est vrai que sur nos projets, on n'a rien de garanti. Par contre, on essaie de vraiment sécuriser le projet au maximum et on a mis en place 2 mécanismes. Un premier mécanisme dit de priorité sur la marge au niveau de l'opération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les premiers milliers d'euros au niveau de la marge vont à nos investisseurs. Je prends un exemple. On voit un opérateur, au terme des 2 ans, on sait qu'on va avoir une marge prévisionnelle d'1 million d'euros. Il faut savoir, alors ça c'est des chiffres, mais il faut savoir que le coût pour l'opérateur de faire appel à nous, ça lui coûte à peu près 25% de sa marge. Donc nous, on sait que sur le 1 million d'euros de marge, les premiers 250 000 euros vont aller à nos investisseurs et aux honoraires de capital, mais en tout cas, les premiers 250 000 euros vont aller en priorité à nos investisseurs. Donc ça, c'est une première sécurisation pour vos investisseurs. Puis ensuite, on s'est dit, si jamais on a un souci au niveau du projet, et malheureusement, on ne peut pas sortir la marge qui avait été initialement prévue, tant qu'on est dans nos 250 000 euros, vous avez compris, on n'a pas de sujet. Mais imaginons, au terme des 2 ans, on n'a pas 1 million d'euros de marge, mais on n'a malheureusement que 100 000 euros. Et bien là, on s'est dit, si on a un souci au niveau du projet, on va actionner un second mécanisme que l'on appelle la garantie autonome à première demande. C'est une convention en fait, qu'on a signée avec le promoteur au début, lorsqu'on a tout protocolé, qui nous permet d'aller contraindre le promoteur au paiement des intérêts manquants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au terme des 2 ans, j'ai 100 000 euros de marge. Il me manque donc, dans mon exemple, 150 000 euros. On va chercher le promoteur sur ces 150 000 euros grâce à cette GAPD, grâce à cette garantie autonome à première demande. En amont, nous, 2 ans auparavant, lorsqu'on a tout protocolé, on s'est assuré évidemment que la GAPD correspondait au montant de la levée de fonds et au montant des intérêts à servir à nos investisseurs. Alors ça, c'est nos 2 mécanismes de sécurisation. Mais attention, rien n'est garanti. Donc si je pousse mon raisonnement, si le projet fait défaut, on va aller chercher le promoteur grâce à la GAPD. Mon risque ici, c'est si le promoteur fait faillite, c'est là où on a un risque de perte en capital total quand on est sur un seul projet. Projet plus promoteur qui font défaut de façon simultanée. Pour autant, on peut imaginer que le promoteur fasse faillite. On reprend la main sur le projet, parce que le projet peut à lui-même effectivement sortir sa marge. On sort la marge et on paye les intérêts à nos investisseurs. Inversement, si le projet fait défaut, mais pas l'opérateur, on va chercher le promoteur sur les intérêts manquants finalement qu'on n'arriverait pas à avoir au travers de la marge. Mon risque ici, c'est vraiment que projet et promoteur font défaut de façon simultanée. Et ce risque de perte en capital total, on l'a quand on est sur un seul projet. D'où l'avantage de notre fonds, où on est très diversifié, puisque on détient un portefeuille de entre 60 à 80 projets au sein du fonds. Donc évidemment là, mon risque de perte en capital total, on ne le retrouve pas, puisqu'il faudrait que les 60 opérateurs et tous les projets fassent défaut de façon simultanée. Si ça arrive, on aura d'autres problèmes, je pense à IMA. Voilà, donc là, c'est juste, je m'arrête juste un instant, je vois qu'il y a des questions, parce que c'est la partie un peu technique avant de vous présenter le fonds. Alors, j'y répondrai après parce que c'est spécifiquement sur le fond. Donc, je vais effectivement, du coup, dérouler sur le FCPR Select Promotion 4. Donc, ça, c'est les conditions d'investissement que l'on va émettre. Et donc, on a créé un fonds, c'est notre fonds phare, le FCPR Select Promotion 4. Vincent l'a dit, on est sur le 4e millésime. On l'a constitué là au mois de septembre et on va le commercialiser jusqu'au mois de mai 2023. Donc, on est au démarrage, on va dire, d'où le webinaire aujourd'hui, puisqu'on est en phase de lancement au niveau du fonds. Alors, l'idée du fonds, c'est de détenir un portefeuille d'au moins 30 sociétés. Donc, c'est le minimum, puisqu'aujourd'hui, dans les faits, on va plutôt être sur entre 60 à 80 projets au sein du fonds, mais on va le voir. On va investir, du coup, et détenir des projets avec les conditions d'investissement que je viens de vous détailler, avec les critères, effectivement, que je viens de vous expliquer. On va aller chercher ici un rendement cible pour vos investisseurs de 7% par an, net de tout frais. Et on va être sur une durée de 4 ans, prolongeable 1 an. Alors là, vous vous dites, mais pourquoi on est sur cette durée si longue? En fait, on va faire 2 cycles successifs. Je vous ai dit qu'en moyenne, un cycle durait 18-24 mois. D'accord? Donc, le fonds va investir dans, prenons 40 SAS.
qui vont durer 2 ans. À l'issue de ces 2 ans, les 40 SAS vont être remboursés dans le fonds et le fonds va réinvestir de nouveau dans 40 SAS. D'où la durée des 4 ans, prorogeablement. Au niveau du fonds, c'est un fonds qui est agréé par l'AMF et c'est un fonds qui est majoritairement obligataire. C'est un fonds qui est accessible à partir de 5 000 € avec des parts A et à partir de 100 000 € avec des parts B. La différence entre les deux, ce sont des frais de gestion plus faibles pour vos clients en part B, puisque votre client a 3% de frais de gestion sur les parts A et il a 2,6% de frais de gestion sur les parts B. Alors là, au niveau du fonds, c'est une convention qui est signée entre M Capital et votre cabinet. On vous ouvre un accès à notre espace extranet et vous êtes rémunéré sur les droits d'entrée de 0 à 5% à votre main, qu'on vous rétrocède en totalité. Et ensuite, vous êtes rémunéré en plus sur un cours. Vous êtes rémunéré 1% par an sur les parts A d'un cours et 0,8% par an sur les parts B. Au niveau de l'objectif de rendement, alors, nous, quand on a fait tourner notre modèle, on est parti sur un objectif de rendement de 7% par an, net de tout frais. Quand on a fait tourner notre modèle, on est parti du postulat qu'on avait des frais de gestion de 3%, d'accord, donc les frais les plus élevés. On est parti du postulat qu'on avait des droits d'entrée moyens de 2,5%, okay, et surtout qu'on avait une inertie de 9 mois. C'est-à-dire que pendant 9 mois, on n'investit pas. Et c'est ce qui coûte au niveau du fonds. C'est le fait de conserver le cash et de ne pas finalement aller chercher du rendement. Et donc, c'est ce qui coûte au niveau du fonds. Donc, ce n'est pas le cas dans les faits. En tout cas, dans nos simulations, c'est le cas. Donc, on a été plutôt prudent sur ce 7% de rendement. Attention, c'est un fonds qui ne distribue pas. On est sur un remboursement in fine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fonds va faire son premier investissement, son premier cycle d'investissement, qui va durer 2 ans. Les investissements vont être remboursés au sein du fonds. Là, vos clients ne touchent rien. On réinvestit de nouveau sur un second cycle. Et par contre, vos clients commencent à être remboursés à partir de la 4e année, entre la 4e et la 5e année. Donc, c'est un fonds qui n'est pas liquide. Aucun rachat possible. Donc, c'est vrai qu'il faut l'expliquer aux clients, pas de distribution annuelle. Et c'est un fonds où il faut attendre effectivement la liquidation du fonds. Ce fonds-là, vous pouvez le loger au sein d'un PEA-PME, d'un contrat d'assurance vie luxembourgeois. Donc, on est référencé chez pas mal d'assureurs, mais on pourra, au cas par cas, vous pourrez revenir vers nous si vous avez des questions. Mais voilà, référencé dans un contrat d'assurance vie luxembourgeois, attention, pas de droit français. Et ensuite, ça peut être aussi au travers d'un compte-titre détenu par vos clients, ou ça peut être directement en nominatif pur chez notre dépositaire sans aucun frais. Je précise juste quelque chose au niveau de la fiscalité du FCPR. Attention, la fiscalité du FCPR ne s'applique pas ici, c'est-à-dire qu'en sortie, on est sur des plus-values d'imposition sur les plus-values mobilières. C'est-à-dire que les personnes physiques vont être imposées sur des plus-values mobilières, donc à la flat tax, sachant que ce fonds est aussi éligible aux personnes morales. Et là, en sortie, l'imposition est à l'IS. Et par contre, on est exonéré d'IFI au niveau du fonds. Donc voilà au niveau du fonds, donc période de commercialisation et de collecte jusqu'au mois de mai 2023. On est sur un fonds sur une durée de 4 ans, maximum 5 ans. La durée de fonds des 4 ans démarre au 31 décembre 2022. On va revenir un petit peu sur les premiers millésimes. Du coup, on a la chance d'être sur le 4e, donc on a une visibilité sur en tout cas les 3 premiers millésimes. Je ne vais pas tout vous détailler, mais en tout cas les points importants. Le FCPR Select Promotion 1, on l'a lancé en janvier 2019. Premier millésime. Aujourd'hui, le premier cycle a été investi, remboursé en totalité. On a investi sur le second cycle en totalité. Et là, les premiers remboursements sont prévus à la fin de l'année. Premier remboursement prévu à partir de la 4e année. Donc, on est bien en phase avec nos objectifs prévus initialement. Ça, c'est déjà un bon point. On est bien en phase aussi par rapport au rendement initialement prévu, puisque que ce soit sur la FCPR 1 ou 2, aujourd'hui, on a un rendement embarqué brut de 13%. Alors, c'est un rendement embarqué, hein, c'est-à-dire que c'est avant tout frais. Même si vous mettez le plus de frais à vos clients, on a quand même une marge de manœuvre, entre guillemets, si jamais il y a un produit qui ne se passe pas, et par rapport effectivement à une inertie que l'on pourrait avoir entre les tours, notamment sur la FCPR2. Donc, c'est vrai qu'on est plutôt prudent quand on annonce du 7%. On préfère être effectivement prudent par rapport à nos simulations, et on est bien en phase, effectivement, aujourd'hui au niveau de nos fonds. Alors, la particularité des fonds, vous le voyez au niveau des répartitions des investissements, je vous l'ai expliqué, depuis le premier millésime jusqu'au 3e millésime, vous voyez que la proportion des opérations de marchand de biens prend le pas. Alors, l'idée, ce n'est pas d'avoir un fonds vraiment à 90% de marchands, hein, puisqu'on va, je pense, effectivement, d'ici le mois de mai, voire l'année prochaine, on va investir sur des opérations de promotion. Mais c'est vrai que le contexte actuel depuis le début de l'année
a été effectivement d'investir et de financer plus de projets de promotion. Et le fonds est majoritairement obligataire. Alors, ça s'explique aussi, j'en parle, puisqu'on a lancé en parallèle un fonds éligible à l'article 150 BTR, qui, lui, est majoritairement en action. C'est pour ça que les deals actions, on les réserve en fait pour notre second fonds. Je vais en parler juste à la fin. Voilà, donc effectivement, aujourd'hui, on est sur un fonds vraiment majoritairement obligataire. On a le FCPR Select Promotion 3, le dernier millésime qui s'est clôturé au mois de mai 2022. On est en train donc de terminer, on est toujours sur le premier cycle d'investissement, donc on est en train de faire encore les derniers investissements. Aujourd'hui, pour information, on a un rendement embarqué qui est de 15% sur ce fonds, alors qui va baisser, certes, puisqu'on va avoir un petit peu d'inertie et qu'on est en train d'investir. Mais en tout cas, ça démontre notre capacité à investir immédiatement et à aller chercher le rendement le plus élevé pour vos clients. Donc ça, c'est un point important. Et est-ce que je le note, au niveau du FCPR, on est sur un niveau de risque de 7 sur 7. On est le sous-jacent à lui-même, le fonds commun de placement à risque, nous positionne de fait dans cette catégorie. C'est un fonds qui est agréé par l'AMF, donc on est sur du 7 sur 7. D'où l'importance en amont d'expliquer à vos clients nos conditions d'investissement, les conditions que l'on émet sur chaque projet et le fait qu'on mutualise le risque, puisqu'on est investi sur entre 60 à 80 projets au sein du fonds. Mais on est quand même catégorisé sur un niveau de risque 7 sur 7. Voilà. Donc ça, je voulais juste vous le préciser. Donc, en synthèse, le fonds est accessible aux personnes physiques et aux personnes morales à partir de 5 000 €. On va aller chercher un objectif de rendement de 7%. Il n'y a pas de distribution, on est sur un versement in fine, c'est-à-dire qu'à partir de la 4e année, votre client commencera à percevoir un remboursement jusqu'à la 5e année ou plus tard. C'est un fonds qui est exonéré d'IFI. Toutes les souscriptions sont possibles en ligne avec une signature électronique via notre espace extranet. Et vous avez effectivement la possibilité de faire des virements ou des prélèvements. Et la stratégie au niveau du fonds, c'est effectivement de détenir et d'investir, de financer des opérations de promotion immobilière et de marchand de biens, majoritairement en logement, en immobilier résidentiel. Après, par opportunité, effectivement, on ne va pas se fermer effectivement les opportunités sur du bureau ou du commerce quand c'est bien situé, quand effectivement on a une garantie derrière. Voilà au niveau du FCPR. Alors, j'ai juste 2 questions. Première question, le fonds est-il bien éligible aux personnes morales? Donc oui. Si oui, comment cela matérialise-t-il compte titre indépendant? Donc effectivement, le fonds, vous pouvez le loger au sein d'un compte titre. Donc lorsque vous allez remplir le bulletin de souscription, vous allez indiquer le compte titre du client. Pareil pour le PEA-PME. Alors pour le PEA-PME, je vous invite, ça peut être le PEA-PME du client, je vous invite à éviter les PEA-PME de banque en ligne, puisqu'on a eu quelques soucis dernièrement. Donc, si c'est la banque du client, il n'y a pas de sujet. Si c'est une banque en ligne, c'est un peu plus compliqué. Et donc là, en termes de process, vous allez signer, donc pour le compte titre, c'est très simple, vous allez indiquer le compte titre du client, mais pas de sujet. Pour le PEA-PME, il y a une lettre d'engagement PEA-PME à compléter, à accompagner, donc copie du bulletin de souscription et à transmettre à la banque du client. Et après, donc la banque se met en lien et en relation avec notre dépositaire. Et lorsque vous avez effectivement complété le bulletin de souscription, vous allez indiquer les coordonnées du PEA-PME. Et ensuite, on a une autre question. Récent dans le métier, j'ai 2 questions. Dans le cadre d'une souscription, faut-il un RTO, le classement produit et des actions d'OPC? Alors, je ne comprends pas bien la question. Je ne sais pas si Vincent, tu comprends mieux que moi. Alors, si je comprends bien la question, en fait, effectivement, quand vous êtes CIF, quand vous faites votre proposition, techniquement, c'est une forme de réception, transmission d'ordre, mais là, on est sur un OPCVM agréé par l'AMF, donc vous n'êtes pas sur un placement direct de titre de PME, et le véhicule est un FCPR. Donc, comme le précisait Anne-Lise, on est sur du SRI 7. Donc, non, ce n'est pas un produit action à proprement parler, c'est un FCPR, c'est un objet juridique spécifique. D'un point de vue, si je peux me permettre de préciser 1 ou 2 points ou compléter ce qu'a dit Anne-Lise, le SRI 7, d'un point de vue conseil, on recommande, enfin c'est des recommandations AMF, c'est moins de 10% du patrimoine financier du client hors résidence principale. Et évidemment, vous n'allez pas faire a priori vos 10% que chez M Capital dans le Select Promotion 4. Donc ça reste un outil de diversification très intéressant, d'autant plus dans des périodes comme en ce moment où le niveau d'inflation est élevé. Parce que vous savez, hein, si aujourd'hui vous avez un produit qui rapporte du 2% net à vos clients, 2% net de frais, avec une inflation à 7 ou 8 en réel, voire 10% en fonction des pays, vos clients, ils perdent de l'argent net. Il y a une érosion de leur patrimoine. Donc évidemment, il faut prendre le produit pour ce qu'il est. Si on raisonnait juste du point de vue du sous-jacent,
sachant qu'Annelise l'a très bien développé, on arrive tard dans le processus et on est sur une durée courte. On devrait, si on le faisait sous une autre forme juridique, on serait plutôt sur du SRI 4, voire 5. On a choisi le format FCPR déjà pour avoir un véhicule agréé MF accessible à moins de 100 000 euros. Donc 5 000 euros, ça permet à vos clients d'essayer cette thématique et de démocratiser un peu leur portefeuille sur cette typologie d'investissement. Et nous, en tant que gérants, dans le cadre du FCPR, quand on fait des plus-values, elles sont exonérées de fiscalité dans le cadre du fonds. Donc, à l'intérieur du fonds, oui. À l'intérieur du fonds. Pas pour votre client à la sortie, Annelise l'a bien précisé. Par contre, à l'intérieur du fonds, ça va maximiser le TRI pour le client dans le cadre du fonds. Donc, c'est pour ça que comparez bien aussi les formules entre elles, parce que c'est évident qu'entre un FCPR de private equity classique dans des PME non cotées, l'avantage des formules classiques non cotées, c'est que quand ça fonctionne, les TRI sont bien plus élevés que ce qu'on peut proposer. Voilà, ça c'est l'avantage d'être dans des startups ou dans des PME non cotées. Quand on est sur par contre, les problématiques de ce genre de fonds, c'est souvent des durées d'immobilisation qui sont plus longues et un risque en capital qui est en général bien plus élevé. Ce qui est normal, s'il y a une plus-value latente attendue plus élevée, il y a un risque en face plus important. Donc nous, notre proposition de valeur sur ce FCPR, c'est vraiment d'avoir un actif tangible en immobilier résidentiel que tous les clients comprennent assez facilement. Ils sont quasiment tous, j'imagine, propriétaires de leur résidence principale. On est sur les grosses métropoles françaises, donc on est sur des lieux géographiques où la demande est supérieure à l'offre. On est sur le résultat des courses est rapidement connu, comme on est sur 1 ou 2 ans, 12 ou 24 mois sur les opérations. Vos clients aussi comprennent l'évolution du fonds. Et on est sur un TRI, compte rendu de la durée de 4-5 ans, qui est quand même acceptable. Si on arrive à faire du 7% net et sur le niveau de diversification qu'on propose, on trouve que c'est une formule attractive à la fois pour de la diversification. Ça peut être un outil utilisable aussi pour de la trésorerie d'entreprise moyen terme. Ça, on a de la demande dessus. Et après, on a un écart type de souscription. Je parle sous contrôle Annelise, mais ça va de 5 000 euros à 1 million d'euros avec des fonds de dotation. Donc, c'est un produit qui est vraiment multi-profil, qui reste dans le cadre du SRI 7. Mais l'immobilier résidentiel, nous, en tout cas, c'est notre conviction, c'est qu'en cas de retournement économique, ça peut baisser, mais de toute façon, ça reste, on l'a toujours vu dans les crises immobilières, un actif résilient, un actif tangible. Et dans un monde volatile comme aujourd'hui, c'est toujours rassurant d'être sur des actifs tangibles bien placés et bien sélectionnés et bien accompagnés par des spécialistes de l'immobilier. Merci. Alors, juste pour terminer, sur les différentes sorties, alors ça, on vous enverra le support de présentation, mais sur les opérations que l'on a remboursées, on les a remboursées avec succès, comme vous l'a dit Vincent. Ça veut dire quoi? Dans la durée et le rendement qui avait été initialement prévu avec l'opérateur. Et effectivement, par rapport à maintenant, vous voyez un petit peu comment on fonctionne, on les a remboursés sur la marge, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu à actionner la GAPD, à contraindre le promoteur au paiement des intérêts. Donc ça, c'est un point important. On a juste eu sur 2 projets un retard de 3 mois. On ne considère pas que c'est du défaut. Ces 3 mois étaient rémunérés à nos investisseurs. Voilà, c'était un souci administratif d'activité. On a pris le parti de rémunérer effectivement les investisseurs sur les 3 mois de retard, sachant qu'avec le contexte actuel, on ne l'a pas dit, mais on a mis de façon automatique des intérêts de retard de 5% sur tous les deals. On a rallongé aussi, on a mis des prorogations de façon automatique sur tous nos projets, puisque c'était le cas au départ. On avait certains projets avec des prorogations, mais là, c'est effectivement de façon automatique. Et on essaie effectivement d'apporter les fonds propres quand le marché travaux est vraiment bouclé. Voilà. Donc, on s'est aussi adapté avec le contexte pour effectivement également, quand on fait nos analyses, effectivement mettre en place nos stress tests où on a des pourcentages d'aléas de travaux qui sont plus importants, puisqu'effectivement, avec la hausse des matières premières et autres, on essaye effectivement d'être encore plus sécuritaire que ce que l'on était avant. Voilà. Donc, on le faisait déjà énormément, mais là, effectivement, on le fait d'autant plus. Et donc, ça, c'est donc les différentes opérations remboursées, donc sur les opérations de promotion et de marchand. Je ne sais pas si vous avez une question précise sur le fond. En tout cas, ça va peut-être être le moment, mais avant de poser des questions, peut-être l'actualité du moment, Vincent, ce n'est pas l'idée du webinaire, mais si vous marquez un intérêt, n'hésitez pas à revenir vers nous. On a notre second fonds, le FPC Imo Remploi 2, qui se termine à la fin du mois. Et c'est un fonds avec exactement la même stratégie d'investissement que ce FCPR Select Promotion 4, sauf que l'on a créé ce fonds pour répondre à une problématique précise, puisque le fonds est éligible à l'article 150.0 bêta, toutes les problématiques du report d'imposition, des plus-values de cession. La même stratégie d'investissement. On va également chercher 7% de rendement. On a également une diversification. La différence, c'est que c'est un fonds majoritairement action et on est sur une durée de 6 ans
prorogeable un an. Voilà. Donc, ce fonds-là, on sort un millésime tous les ans. L'avantage là, c'est que ce fonds se clôture dans 15 jours. Donc, si vous avez des problématiques de réemploi, ça peut être l'opportunité pour vous de mettre un ticket effectivement au sein du fonds. Après, on aura notre 3e millésime qui sort au mois de février. Mais voilà, sachez qu'on a ce fonds-là qui est aux côtés de notre FCPR. Alors, j'ai une question. Quelle optimisation fiscale de la sortie par PEA-PME selon les frais? Alors, si vous logez effectivement le FCPR au sein d'un PEA-PME, vous appliquerez du coup la fiscalité du PEA-PME. Alors, certains ont fait des calculs où effectivement, parce que vous avez quand même des frais effectivement au niveau du PEA-PME, il est dit qu'en dessous de 30 000 €, ce n'est pas forcément judicieux que d'ouvrir un PEA-PME pour le client, justement parce qu'il y a des frais de garde et autres. Voilà, donc le 30 000, certains me disent effectivement sur les 25 000, mais effectivement, il faut un montant un peu conséquent pour que ça vienne couvrir effectivement les frais de garde que l'on peut avoir sur les PEA-PME. Si je peux préciser un point sur les PEA-PME, en fait, on l'utilise sur 2 aspects. C'est déjà tous les clients n'ont pas rempli totalement leur PEA-PME. Donc là, ça leur permet, en choisissant le Select Promotion 4, de remplir, d'optimiser l'enveloppe et de bénéficier de la fiscalité attractive. Et un certain nombre de nos investisseurs, de vos confrères, utilisent aussi le PEA-PME pour faire des formes d'arbitrage. C'est-à-dire que quand ils ont déjà matérialisé des plus-values sur des actifs déjà existants dans le PEA-PME, ils valorisent leur plus-value et ils réinvestissent dans des solutions, en tout cas en diversification, sur un produit comme le Select Promotion 4, qui, même s'il est éligible, est quand même très différent dans sa nature du risque qu'un investissement dans une action cotée ou une action, enfin en tout cas éligible, pardon, au PEA-PME plus classique ou un fonds PME classique. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Si vous n'avez pas de questions, on va croire après qu'on était très clair et parfait. Donc, c'est pas bon, c'est pas bon. Après, vous avez nos coordonnées, les coordonnées de tout le monde, effectivement, vous les retrouverez donc dans le support de présentation. N'hésitez pas en tout cas à nous solliciter. On peut effectivement fixer un rendez-vous ensemble pour plus de précision si vous avez besoin qu'on vous accompagne. Enfin, voilà, surtout n'hésitez pas à revenir vers nous. Et on vous accompagne aussi, vous avez les équipes, donc là, vous nous avez vu on est vos interlocuteurs commerciaux, mais on a également dans l'équipe une grosse équipe back-office pour s'occuper de nos partenaires CGP. Donc, tout ce qui est accompagnement, suivi, on a une équipe spécialisée sur les CGP et on a également des outils informatiques. Nous avons un extranet, nous avons la signature électronique, vous avez les relevés de situation de vos clients, vous avez les factures. C'est des outils qui sont complets et pragmatiques. Et ça, c'est aussi une valeur ajoutée parce que même si on gère un peu plus de 600 millions d'euros, on est quand même une grosse PME et on essaie de faire comme vous avec vos clients, c'est d'amener de la valeur ajoutée, d'amener du conseil. Donc, vous pouvez aussi compter sur nous sur ces aspects plus administratifs. Je réponds juste à une question. Effectivement, c'est uniquement éligible au PEA-PME parce que c'est un fonds qui est majoritairement obligataire, donc pas de PEA, uniquement PEA-PME. Voilà, je précise juste pour répondre à tout le monde. Et on reprécise contrat d'assurance vie luxembourgeois, même si Anne-Lise l'a reprécisé, comme ça, il n'y aura pas d'incompréhension dans le futur. Voilà, mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, on vous remercie pour votre participation, pour vos échanges au travers des questions-réponses que l'on a eues. On se tient évidemment à votre disposition, toute l'équipe. N'hésitez pas surtout à nous envoyer un mail, à nous appeler. Voilà, on est assez réactifs et on est là pour répondre à toutes vos questions. Tout à fait. Merci à tous. Merci Anne-Lise, merci à tous. Très bonne journée. Très bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.